Professeur Duflo, bonjour. Bonjour, Ma première question, quel est votre parcours? je suis professeure des universités, praticien hospitalier au CHU de la Guadeloupe et je travaille à l'Université des Antilles, l'UFR Santé. J'ai commencé ma première année, je suis partie à l'âge de 17 ans, que j'ai eu la chance de réussir. Donc j'étais primante et par la suite, j'ai passé mon internat, à l'époque ça s'appelait comme ça, pour effectuer ma spécialité et j'ai été admise à la faculté de Marseille, c'était un choix. Je me suis orientée vers les différents diplômes et possibilités qu'on avait. Et notamment, j'ai choisi ma spécialité qui est une spécialité chirurgicale, médico-chirurgicale. Je suis chirurgien ORL cervico-maxillofacial. Au cours de mon parcours, j'ai dû faire une mobilité de 16 mois aux États-Unis. Ensuite, je suis revenue à Marseille où j'étais praticien hospitalier et j'ai passé l'agrégation pour devenir professeur des universités. Et aujourd'hui, j'exerce au CHU de la Guadeloupe. Ça fait 11 ans que je suis là-bas. Je finis actuellement un mandat de président de CME. Je gère à côté du directeur général l'ensemble des problématiques directes de santé en responsabilité le corps médical. Je termine ce mandat qui aura duré 9 ans. Très enrichissant, mais aussi contraignant de par les différentes crises qu'on a pu subir au cours de ces différentes années. J'enchaîne sur un mandat de doyen de l'UFR Santé pour poursuivre ma mission aux Antilles qui a pour but en fait de participer à l'amélioration et à l'évolution de la santé aux Antilles-Guyane. Concernant la situation actuelle, quelles sont les différences principales que vous avez observées en matière de santé entre l'Hexagone et les Outre-mer? Ça peut être d'un point de vue des pathologies, de la prise en charge des soins ou même de l'offre de soins dont on dispose. Les pathologies sont quasiment identiques. Nous avons presque le même type de patients. Ça va différer sur certaines pathologies, et notamment les pathologies chroniques, où nous avons un fort taux d'obésité. Et donc, s'ensuit autour de cette obésité le diabète et l'hypertension, surtout chez des patients jeunes, avec l'insuffisance rénale chronique. Et du fait, la greffe rénale s'est mise en place pour l'ensemble des territoires d'outre-mer en 2004 et se poursuit avec une équipe très dynamique où l'ensemble de ces pathologies fait que nous devons gérer ces différentes évolutions et aussi faire beaucoup d'éducation. Mais globalement, pour le reste des pathologies, on retrouve sensiblement les mêmes. En termes d'offres de soins, on a certes moins de services que ce qu'on peut retrouver au sein de CHU de l'Hexagone. On est considéré comme une zone sous-dense avec une faible démographie médicale. L'implication de cela, c'est d'une part la démographie de ville, les médecins de ville qui sont moins nombreux, et d'autre part dans les différents services de spécialité que nous pouvons proposer au sein de nos différents CHU. Et le CH de Cayenne, ce sont des équipes qui sont beaucoup moins fournies que ce que vous allez retrouver à Paris, Marseille, Lille, ou même dans les petits hôpitaux. Pour prendre un exemple, Limoges, qui n'est pas un très grand CHU, où il y a environ une centaine de professeurs des universités et praticiens hospitaliers. Et nous, en tout, quand on compte la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, nous sommes actuellement entre 33 et 35. On attend la dernière révision des effectifs. C'est à peu près cela. Alors, certaines spécialités sont peu ou pas représentées. Et donc, vous voyez que certaines questions d'offre de soins, il est difficile de répondre puisque nous n'avons pas les praticiens qui ont l'expertise de ces pathologies. Alors, c'est très variable. Je le dis puisqu'il y a eu des moments où nous avons eu pendant 2-3 ans des radiologues interventionnels sur les CHU. Donc, effectivement, on a pu avoir à ces moments-là une activité tout à fait normale et correspondante à ce qu'on peut retrouver au niveau de l'Hexagone. Et puis, compte tenu des difficultés de nos CHU, il faut le dire, nous avons du mal à garder ces praticiens et faire en sorte qu'on puisse pérenniser ces activités. Mais concernant la prise en charge de nos patients, le plateau technique est identique à ce qu'on peut retrouver au niveau de l'Hexagone et nous ne fonctionnons pas avec du matériel ni dégradé ni obsolète. En règle générale, nous avons un matériel de haute technologie. On a fait l'acquisition du robot chirurgical en 2013. Pour les interventions, nous avons la neuronavigation. Nous avons des systèmes d'échographie qui sont de pointe. Voilà, donc tous ces éléments font que nous avons le plateau technique. En fait, il s'agit, au-delà des projets, j'aime pas tellement le mot projet,
Je suis plutôt dans ce qu'on appelle être une vision de l'avenir. Et pour moi, la vision se décline sous la forme d'un puzzle. Ce sont différentes pièces qu'on va pouvoir positionner et dont on connaît déjà l'image à venir ou l'image qu'on voudrait. Et en fait, on cherche les pièces. Parfois, on les met, parfois, on les enlève. Donc, de nouveau, on crée un vide et on va chercher la bonne pièce qui, finalement, va constituer le tableau final. Et pour moi, la vision de l'avenir se décline de cette façon. D'accord, merci. Justement, vous avez dit qu'on ait quand même les moyens dans la zone anti-Guyane. Est-ce qu'il y a une synergie qui s'effectue pour chaque territoire? Ça veut dire que qui est beaucoup plus régional, peut avoir une distribution qui se fait entre ces trois territoires. La synergie est liée et dans le développement qu'il y a eu à l'époque pour la nomination, l'universitarisation des différents services, c'est-à-dire avoir un universitaire, quelqu'un qui est en lien avec la faculté de médecine et l'hôpital dans le fonctionnement de la santé et de la médecine. J'insiste et je fais une parenthèse sur le fait que c'est très important qu'on comprenne ce lien, étant donné que vous ne ferez pas de faculté de médecine sans CHU, et il n'y a pas de CHU sans faculté de médecine. On a été CHU en 86. La faculté, c'est un CHU qui est jeune. La faculté, elle est née 2 ans plus tard, en 88. Donc, il était important d'avoir le CHU. Ensuite, la mise en place de la faculté. D'ailleurs, les étudiants partaient d'emblée pour faire leur fac de médecine au niveau de l'Hexagone suite à une convention. Et puis, la première année a vu le jour en 1998. Donc, on est une très jeune faculté, 32 ans. Et on est aussi un très jeune CHU, 44 ans. Donc, on est vraiment dans un lien qu'on ne peut pas couper, un lien entre mère et enfant en gardant ce cordon ombilical qui ne se coupe pas. Et donc, ça reste très important. Tout ça pour vous dire que nous avons une faculté de médecine pour les 3 départements, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. La Martinique, c'est une collectivité. Nous sommes encore un département d'outre-mer. Les termes politiques et administratifs, je ne vais pas forcément les reprendre à chaque instant, mais on se comprend. La synergie y est puisque une fac, 3 hôpitaux. Vous savez sans doute que la Guyane est en pourparlers pour avoir un CHU, ce que je trouve normal dans l'évolution des choses. Je pense que c'est important aussi pour eux de pouvoir avoir ce label puisqu'ils sont affiliés à la faculté des Antilles, qui était avant faculté Antilles-Guyane et qui maintenant est faculté des Antilles. Mais pour la médecine, on reste en lien avec la Guyane. Comment ça se traduit cliniquement? Quand il a fallu mettre en place la greffe de rein, la greffe rénale, elle s'est mise en place techniquement sur le CHU de la Guadeloupe, mais avec une collaboration avec la Martinique d'abord, puis la Guyane, puisque les greffons nous viennent de la Martinique, de la Guyane et de la Guadeloupe. Donc, on a des équipes qui prélèvent en Martinique, l'équipe de la Guadeloupe qui va prélever en Guyane, ce qui permet d'offrir à l'ensemble de ce bassin caribéen-guyanais la possibilité d'être greffé dans ce bassin et sur nos territoires, ce qui est très bien et ce qui augmente aussi leurs chances de recevoir un greffon. Ça, c'est la Guadeloupe. La chirurgie cardiaque, elle se fait en Martinique, ce qui fait que nos patients de la Guadeloupe et ceux de la Guyane vont se faire opérer en Martinique quand il y a une nécessité de chirurgie à ciel ouvert, c'est-à-dire qu'on vous ouvre. Ce n'est pas une chirurgie qui utilise la voie des vaisseaux pour pouvoir être actif, mais une chirurgie à ciel ouvert qui reste une chirurgie lourde qui se fait en Martinique. Actuellement, nous avons aussi des conventions en ce qui concerne la prise en charge des cancers et notamment en radiothérapie. Nous avons l'aide des radiothérapeutes de la Martinique qui viennent renforcer l'équipe du CHU de la Guadeloupe. Après l'incendie, on a pu aller opérer certains patients, notamment en neurochirurgie en Martinique avec l'équipe de la Guadeloupe. Quand la Martinique a eu des problèmes en gastro-entérologie et quasiment une équipe qui s'est dissoute avec plus personne, les gastro-entérologues de la Guadeloupe ont été assurés la nécessité d'offres de soins sur le territoire martiniquais. Et ainsi de suite, et on intervient aussi en Guyane, où moi en tant qu'ORL, j'ai eu l'occasion d'aller intervenir là-bas, de voir comment cette équipe peut se renforcer et de pouvoir réaliser certaines interventions avec l'équipe de la Guyane. Donc vous voyez, ça fait à peu près un bassin de 1 million d'habitants. C'est le minimum qu'il faut pour qu'un service puisse avoir le recrutement majeur auquel il peut prétendre. D'accord. Concernant les patients qui sont amenés à aller se faire opérer en hexagone, donc compte tenu de l'augmentation de cette synergie, leur nombre est censé baisser à l'avenir, c'est ça? Leur nombre diminue quand on a la possibilité d'universitariser un service. Je pense que c'est important. Le fait d'avoir un universitaire, de garder ce lien avec la faculté, d'avoir une équipe qui se constitue
autour des 3 pôles, donc c'est-à-dire la clinique, l'enseignement, la recherche. C'est défini, ça fait partie de la base de notre médecine française. Ça représente une attractivité. On aura plus d'internes, on aura des internes qui vont rester et qui vont faire leur post-internat dans ces services et nous aurons la possibilité d'accueillir et d'augmenter à la fois les compétences et l'expertise dans ce service et on va diminuer ce qu'on appelle le taux de fuite, c'est-à-dire des patients qui partent parce que n'ayant pas l'offre de soins sur le territoire ou pensant ne pas avoir accès à cette offre de soins. Ça aussi, on a aussi des problèmes de communication, de pouvoir dire ce qu'on sait faire, ce qui est fait et de faire valoir nos expertises. Maintenant, on va passer à ce qui est un petit peu le vif du sujet, c'est-à-dire la formation et l'évolution de cette formation pour l'Université Antilles-Guyane. Mais d'abord, je vais rapidement présenter en quoi consistent les études de médecine. Les études de médecine sont divisées en 3 cycles. Donc le premier qui est la première, la deuxième, la troisième année, qui est à l'heure actuelle possible pour les étudiants et les étudiantes d'Antilles-Guyane de le faire sur leur territoire. Ensuite, il y a le deuxième cycle, donc de la quatrième à la sixième année, qui est pour le coup et à l'heure actuelle pas encore possible d'effectuer en zone Antilles-Guyane. Et le troisième cycle, qui est essentiellement du coup l'internat, qui dure entre 3 et 5 ans en fonction des spécialités choisies, et qui est possible de faire justement dans les centres hospitaliers universitaires qui sont présents en Guadeloupe et en Martinique. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Ces 3 cycles font et ont fait l'objet de réformes. Ça a été d'abord la réforme du 3e cycle qui s'est terminée et nous avons donc un internat qui s'est prolongé avec une phase SOC, une première année, une phase d'approfondissement et une phase de consolidation et l'apparition de ce qu'on appelle les docteurs juniors qui n'ont pas encore validé leur spécialité mais sont docteurs en médecine puisque maintenant la thèse se passe obligatoirement à la fin de la 4e année. Donc, qui vont avoir ce rôle à la fois entre fin de l'internat et le début de responsabilité en tant que senior au niveau du service. Donc, on les appelle les docteurs juniors. J'avoue qu'on est encore dans un certain flou pour le fonctionnement de ces docteurs juniors et de savoir jusqu'à quel niveau on peut leur donner des responsabilités. Et de fait, ça a augmenté la durée des études qui sensiblement a augmenté 1 an pour quasiment chaque spécialité, à part certaines qui sont restées à 4 ans. Récemment, j'ai été jury pour une thèse, mais qui concernait que la médecine générale et le retour des étudiants. Et on voit un taux de 47% d'étudiants qui reviennent après sur le territoire, faire leur post-internat et puis en règle générale qui s'installent. Ça reste un taux qui est plus en faveur d'étudiants qui restent au sein de l'Hexagone que d'étudiants qui reviennent. Pour les spécialités, j'ai pas le chiffre, mais à mon avis, il doit être encore un peu plus bas que celui-là. Pour le deuxième cycle, pour le coup, est-ce qu'il y a la possibilité pour ces étudiants qui sont donc en Hexagone de revenir faire des stages d'externat dans ces universités-là ou pas? Complètement. Donc, en fonction de leur université d'accueil au niveau de l'Hexagone, ils ont des stages à effectuer, notamment des stages dits stages d'été. Et il y en a quelques-uns qui demandent et qui choisissent des services et qui demandent la possibilité d'effectuer leur choix d'été chez nous. Et on les accepte avec grand plaisir et ils reviennent dans ce cadre-là. On n'a qu'une faculté, c'est la faculté des Antilles. On s'occupe aussi, on gère le flux d'étudiants qui va en Guyane. Donc, la particularité, et puis c'est très complexe à expliquer, puisque je pense que même ceux qui l'ont créé n'ont pas tout à fait compris le sens que cela peut avoir et les difficultés que nous, on rencontre avec cela. C'est-à-dire qu'on a faculté des Antilles, puisque la Guyane nous a quittés concernant l'université, mais par contre, l'UFR Santé gère et regroupe l'ensemble des étudiants pour le premier et le troisième cycle, aussi pour le départ des deuxièmes cycles. Donc le troisième cycle, ils choisissent la faculté l'UFR Santé des Antilles et quand ils viennent, ils ont justement un panel de choix. L'offre de stage est du coup bien plus large, en tout cas est relativement important. Ils peuvent aller effectuer leur choix en Guyane, en Martinique ou en Guadeloupe. Une des grandes préoccupations des étudiants et des étudiantes, c'est le nouveau pôle universitaire de médecine qui est censé voir le jour en 2021. Est-ce que vous pourriez nous le présenter? C'est un travail qui a commencé il y a des années. Effectivement, avec le faible nombre d'universitaires
qu'on avait sur l'ensemble des territoires, c'était du possible, mais ça semblait tout de même compliqué. Actuellement, je pense et je crois que c'est tout à fait faisable et que c'est dans notre intérêt de pouvoir garder nos étudiants. Alors, plusieurs choses. Je sais que la crainte des étudiants, c'est de se dire, mais on va rester 6 ans aux Antilles et finalement, c'était super cool de pouvoir aller ailleurs. Je pense qu'il faut garder cette particularité et que quand on est insulaire, c'est une richesse que d'avoir au cours de ses études la possibilité d'aller voir ce qui se fait ailleurs, d'aller dans d'autres équipes qui fonctionnent différemment, de pouvoir échanger avec eux et d'en discuter. Donc, ce qu'on va proposer, c'est qu'on puisse garder cette particularité. Alors, vous le savez peut-être pas, il est en train de se mettre en place la réforme du deuxième cycle, qu'on appelle la R2C, et qui, de facto, va entraîner quelques modifications. Donc, il faut absolument qu'on puisse s'engouffrer dans cette brèche et mettre en place, de par ce changement et cette réforme, cette faculté de plein exercice. Il faut savoir que les 2 premières années, 4e et 5e année, seront des années avec des cours, des TD et des stages, et qu'ils passeront en examen en début de 6e année, leur examen de fin de cursus, pour leur permettre de faire un stage beaucoup plus long et leur permettre de participer aux différentes interviews pour accéder à leur spécialité. C'est tout à fait faisable. Donc, il y a cette crainte d'offre de soins au niveau des stages, mais je pense qu'on est en train de faire le recensement. On est en mesure de leur proposer des choix qui sont formateurs. C'est une organisation qu'on met en place. Deuxièmement, avec le Covid, nous sommes en train de faire une interview qui aurait été peut-être un peu plus compliquée avant, puisque on l'aurait fait par téléphone ou vous serez déplacé. Donc, les cours pourront avoir lieu en distanciel, quel que soit le lieu de stage des étudiants, Guadeloupe, Martinique, Guyane. On a 1 heure de différence avec la Guyane. Ce ne sera pas problématique pour que les étudiants puissent assister à leurs cours comme en distanciel, comme on peut le faire là. C'est vraiment un progrès et une avancée importante. Les TD et les ED aussi, on peut les faire en distanciel. On l'a expérimenté cette année pour les premières années, les PASS et les LAS. Et donc, il manque la partie des stages qui, à mon sens, on devra garder cette valence et cette possibilité de faire certains des stages dans l'Hexagone. Et par la suite, peut-être que là, on arrivera à avoir plus grande attractivité ou en tout cas à pérenniser nos étudiants. Le but pour moi, c'est pas que on les garde tous comme ça dans cette insularité. Au contraire, moi, je souhaite qu'ils aillent ailleurs, vers le Canada, vers les États-Unis, vers l'Europe, découvrir d'autres façons d'exercer la médecine et qui ramènent chez nous, au contraire, cette expertise qu'on pourra après enrichir de nos particularités que nous avons sur nos différents territoires. Il y a aussi une préoccupation qui concerne la qualité de l'enseignement. Comment feriez-vous pour attirer des bons enseignants pour ce nouveau pôle universitaire du deuxième cycle? Nous avons déjà de bons enseignants parce que de façon générale, quand vous êtes professeur des universités, vous passez devant une commission nationale universitaire et c'est la même, quel que soit votre lieu d'exercice dans l'Hexagone ou aux Antilles. Il n'y a pas de CNU qui soit spécifique aux Antilles. Là où nous n'avons pas d'enseignants dans certaines disciplines, nous allons les chercher dans les autres universités avec lesquelles nous sommes conventionnés. Comme je vous l'ai dit, à l'époque, ils se déplaçaient et maintenant, les cours peuvent se faire en distanciel. Donc, la qualité de la formation, elle y sera. Je peux comprendre ce qui préoccupe les étudiants. Ça va être la qualité de la formation pratique au niveau des stages. Alors, cette réforme, la R2C, oblige 2 choses. D'une part, c'est les écosses, c'est-à-dire les mises en situation de l'étudiant dans une situation médicale pour lequel il doit répondre, il doit gérer, il doit en faire une synthèse en présence de formateurs. Donc, ça va faire partie de l'enseignement, donc c'est une obligation. Je crois que c'est très intéressant. On travaille avec l'ensemble des facultés et l'ensemble des doyens. On ne va pas homogénéiser les écosses, mais on va pouvoir proposer dans les différentes spécialités, puisque nous travaillons, même si moi je suis ORL, mais je suis complètement en lien avec mes collègues de l'Hexagone. Il y a un collège français d'ORL, il y a une société française d'ORL, et donc tous ces points là sont discutés ensemble et on avance aussi sur la pédagogie des étudiants de façon similaire. On fait des choses qui se ressemblent. Le deuxième point, c'est les centres de simulation. Il y en a déjà un en Martinique, très performant et qui reçoit les étudiants. Et nous allons ouvrir premier trimestre 2021 le centre de simulation en Guadeloupe. Et les études, il y aura une obligation d'accès à ces centres de simulation et qui seront dirigés par des enseignants qui auront la compétence pour cela parce que vous vous improvisez pas formateur dans un centre de
simulation, ça nécessite de passer un certain nombre de qualifications pour pouvoir y accéder et fournir à l'étudiant la formation dont il a besoin. Les étudiants, ils partent. Alors certes, c'est un changement pour eux et c'est pour ça que ça serait intéressant qu'on puisse avoir cette faculté de plein exercice, puisque du coup, quand ils arrivent, ils changent, ils n'ont pas les parents. Vous savez, les paradigmes ont beaucoup changé. Les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier. Je ne voudrais pas faire ma vieille, mais c'est une réalité et même les jeunes de 30 ans disent que ceux qui arrivent sont encore très différents. Donc quand ils arrivent, il y a la découverte d'une autre vie, la découverte de vivre seul, la différence de température, hein, ça joue. On en parle beaucoup quand on vit aux Antilles parce qu'à une époque, il y avait des primes de chaleur, mais nous, on n'a jamais eu des primes de froid et je pense que dans ce sens-là, c'est quand même un peu plus compliqué. Donc les étudiants ont parfois un peu de mal. Certains réussissent bien, d'autres mettent un peu plus de temps à accéder à la fin de leurs études. Mais globalement, c'est sur tous ces points-là que nous sommes en train de travailler et c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles nous voulons mettre en place une faculté de plein exercice. Donc je ne suis pas inquiète. Les formations vont répondre à tous les prérequis nationaux pour que les étudiants et que notre fac aussi soit qualifiée. Merci. Maintenant, on va passer aux questions qui ont été posées par des étudiants et des étudiantes de la fac des Antilles. La première, elle concerne toute la réforme du premier cycle. La PACES a été supprimée et remplacée par deux voies principales d'accès aux études de médecine, qui sont la PASS pour le parcours accès santé spécifique, où les études de santé sont une majeure, et à côté de ça, l'étudiant ou l'étudiante pourra disposer d'une mineure dans n'importe quel autre domaine que ce soit, par exemple que ce soit du droit, des mathématiques ou du sport, etc. Il y a aussi l'AS, donc cette fois-ci c'est la licence d'accès santé, qui est cette fois-ci inversée, c'est-à-dire que les études de santé sont une mineure et que l'étudiant ou l'étudiante aura la possibilité d'avoir comme majeur une filière qui est complètement différente. À l'issue de cette première année, en cas de réussite à l'épreuve d'admission pour les études de santé, ils seront automatiquement en deuxième année, notamment de médecine, et en cas d'échec, ils pourront, dans la mesure où ils ont validé leur mineur ou leur majeur, accéder à la licence 2 de leur filière entre guillemets annexe. Par rapport à ça, justement, il y avait des inquiétudes concernant la bonne formation dans cette réforme par rapport à l'organisation justement entre la Guadeloupe, la Martinique et les différentes filières annexes qui sont potentiellement proposées dans ces deux îles. Alors, ils ont l'inquiétude d'être formés correctement. On a toujours formé les premières années de médecine, puisqu'on avait la PACES. Les cours dispensés là ont sensiblement changé, mais comme je veux dire, la base reste la base. L'anatomie reste l'anatomie, la physiologie reste la physiologie. Il y a certaines disciplines qui ont été rajoutées à cette formation, ce qui est très bien parce que ça leur permet d'avoir un champ beaucoup plus large. L'intérêt de cette réforme, c'est qu'il n'y a pas de redoublant et que vous faites une année et que la deuxième année se concrétise peut-être en autre chose que votre choix d'origine. Voilà, vous ne restez pas 2-3 ans dans une première année, vous retrouvez 2-3 ans après sans rien. Je rappelle que le taux de réussite par rapport au nombre d'inscrits est de 11,3%, donc la fac des Antilles est quand même relativement sélective. Et quand on compte 35 facs sur le territoire, on est classé en 7e position en termes de sélection, de taux de réussite des étudiants de première année. La réforme, elle est pour tout le monde. Toutes les facs ont les mêmes difficultés, ont eu et ont encore certaines difficultés mises en place. Le Covid est venu en plus majorer les difficultés de cette réforme. Quoi qu'il en soit, à la fin, il y aura un nombre en deuxième année et un nombre plus important que les années précédentes. Donc au contraire, je trouve que c'est plutôt favorable aux étudiants. Oui, elle est en place et à la fin, on aura un nombre de reçus en fonction des réponses qui ont été données aux examens et un nombre d'étudiants qui iront vers une autre voie que celle de médecine. D'accord, merci. Une autre préoccupation, c'est justement, comme vous l'avez mentionné, il y aura une réforme du deuxième cycle, notamment avec la suppression des épreuves classantes nationales qui déterminent en partie dans quel service et dans quelle localisation les étudiants et les étudiantes vont effectuer la dernière partie de leurs études. Une question, c'était justement comment vont se dérouler les 4e, 5e et 6e années au vu de la suppression justement de ce classement. Cette réforme tient compte de la suppression de l'ECN. En fait, quand on dit qu'elle est supprimée, oui, sauf qu'on supprime tout ce qui est concours, mais vous avez quand même des épreuves à passer, voire accéder aux étapes supérieures, parce que sinon, c'est pas gérable. La réforme, comme je vous l'ai dit, du 10e cycle, 4e, 5e année, stage, cours, ED. À la fin de la 5e année, ils auront la période de grandes vacances ou d'été pour pouvoir réviser l'ensemble de ces années. Et en fait, avant, on passait en fin de 6e année, en général en décembre,
septembre un examen qui permettait de valider la fin de votre cursus d'étudiant en médecine avant de passer le concours d'internat. Cet examen va être présenté au mois de septembre. Ce que je vous dis correspond à ce qui est proposé. La R2C n'a pas encore été validée, mais a priori, ça sera ça. Ça va se passer au mois de septembre avec différents niveaux concernant les questions. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais attendre que ces différents points soient complètement validés. Et suite à ça, l'étudiant partira en stage sur une période un peu plus longue que ce qu'il a connu précédemment au cours de la 4e et de la 5e année. Et ensuite, il faudra qu'il passe des interviews et qu'il se positionne sur une spécialité et qu'en fonction de son parcours, de ses notes, des échanges qu'il aura, il sera plus ou moins accepté dans telle ou telle spécialité. D'accord, merci. Alors maintenant, c'est à vous de transmettre le message que vous souhaitez, que ce soit aux étudiants et aux étudiantes, et de manière générale, quels sont vos souhaits pour les Outre-mer à l'avenir. Alors, on n'a pas évoqué la question du nouvel hôpital de façon globale. Et ça, c'est un point aussi important. En Martinique, il y a eu un nouveau bâtiment technique, un plateau technique qui s'est mis en place. Le campus santé est en cours de mise en place aussi. Il y a aussi un projet en Martinique de rénovation de l'ensemble des hôpitaux. Donc, on voit quand même qu'il y a cette partie qui est importante. Je vous ai dit que pour la Guyane, il y a ce projet d'un CHU en Guyane. Donc, reste encore à voir les évolutions et les réponses du ministère. Et pour la Guadeloupe, on a le nouvel hôpital qui devrait ouvrir ses portes en 2023, avec juste à côté le positionnement d'un campus santé. Tout ceci va nous aider à avoir ces étudiants, à augmenter leur offre de formation, à augmenter l'offre de soins, mais surtout, l'idée, en tout cas pour le CHU de la Guadeloupe, c'est d'en faire un CHU qui soit magnétique, attractif et aimant, qui ait ce magnétisme au niveau de la Caraïbe, qui permette d'attirer les étudiants caribéens et des patients caribéens, qui soit attractif pour qu'on ait envie d'y venir et d'y rester, et que les échanges qu'on puisse avoir au sein de cet hôpital soient des échanges de bienveillance. Donc, ce que je voudrais dire aux étudiants, c'est qu'on va vers une très belle progression. Il y a déjà un parcours important de fait sur les 40 dernières années, il ne faut pas l'ignorer, et chacun a apporté sa pierre de la création de la faculté de médecine, la première année, la deuxième année, la troisième année. Ça a été une participation collective, une participation d'équipe entre ces hôpitaux, ces CHU, le campus santé, les campus santé. Et donc, au fur et à mesure, on voit bien qu'on est vraiment dans une évolution positive et très favorable. Et cette évolution, elle est pour les étudiants. Je dis toujours que les étudiants, c'est vraiment la pierre angulaire de notre structure, de notre système de santé. C'est eux qui seront nos médecins de demain et qui vont nous soigner. Donc, on a besoin d'eux. Moi, je souhaite bien les chouchouter et les bichonner parce qu'on a besoin d'eux. On a besoin qu'ils comprennent cette vision sur l'avenir, qu'ils puissent avec nous construire et faire en sorte que cette évolution leur soit favorable, mais permette aussi de s'épanouir au sein de ce système et de cette structuration santé. Je les espère avec nous et le message que je vais faire passer, c'est de dire que cette construction se fait et se fera avec eux. On a besoin d'eux, on a besoin de leurs compétences, de leur expertise, on a besoin qu'ils aillent ailleurs et qu'ils reviennent faire bénéficier de tout cela. Et ça permettra au fur et à mesure d'augmenter l'expertise. On a besoin de rayonner avec eux, c'est une nécessité et on leur offre quelque chose quand même très innovant, de pouvoir participer à un challenge qui ne va pas se reproduire d'ailleurs, puisque mettre en place une faculté de plein exercice, participer à la naissance d'un nouvel hôpital, participer à ces constructions, c'est très challenging, c'est une récompense pour l'ensemble de la population, pour les enfants de demain, qui est énorme. Il y a une certaine continuité, mais cette construction me paraît extrêmement importante. Je finirai sur deux points. Frantz Fanon a écrit un jour que chaque génération doit, dans une relative opacité, affronter sa mission. Soit il la remplit, soit il la trahit. J'invite l'ensemble des étudiants à remplir cette mission avec nous, à la remplir ensemble. Et je suis persuadée qu'on en est capable. Et Nelson Mandela, une petite phrase que j'aime, que j'affectionne tout particulièrement, a dit « Cela semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait ». Je pense que quand ça sera fait, on se dira « Mais effectivement, ça semblait impossible, mais nous l'avons fait et nous l'avons fait encore une fois ensemble et en équipe. » Et donc, ce sont deux messages qui, je l'espère, vont entraîner nos étudiants et vont faire en sorte qu'ils nous choisissent, qu'ils se choisissent aussi, puisque il faut pouvoir rendre aussi à nos îles et à notre bassin caribéen qu'ils nous apportaient en termes de richesse, parce qu'on a une richesse particulière, c'est d'avoir cette insularité et de pouvoir exercer, aller ailleurs, voir d'autres choses, sortir de nos territoires. Et ça, il faut le faire valoir.
D'accord. Merci beaucoup, professeur Duflo. Merci pour votre temps. Et j'aimerais aussi remercier l'association Medico-West Indies qui a récolté les questions pour cette interview et aussi Guillaume qui m'a donné l'idée de vous interviewer. Merci beaucoup.